Alors, je m'adresse tout de suite à vous, Jean-Michel Monod. Sodexo, on l'a vu, d'ailleurs, elle a été citée par Monsieur Piédou, que Sodexo est une entreprise particulièrement vertueuse en matière de mixité. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais 43% de membres du comité exécutif sont des femmes, 40% siègent au conseil d'administration, plus de 20% dans le top 300 des dirigeantes de la zone Europe, parce que Sodexo, je le dis quand même à la salle, c'est 428 000 collaborateurs dans 80 pays, donc une très grande entreprise. Et vous avez également 11 femmes dirigeantes dans la zone Europe. Alors comment est-ce que vous faites? On fait parce qu'on a une conviction, et quand je dis on, c'est au niveau le plus haut de l'entreprise, il y a une conviction qui est clairement assumée, revendiquée, répétée depuis des années, que des équipes mixtes sont plus intelligentes et plus productives que des équipes homogènes, que d'hommes ou que de femmes. Alors, c'est enfoncer les portes ouvertes de le dire, mais il faut le démontrer. Et si aujourd'hui on a progressé, puisqu'il y a une dizaine d'années on n'avait pas ces chiffres-là, même si on était plutôt plus féminisé que d'autres par notre secteur d'activité, ce que disait M. Piédou n'est pas faux. Nous, à la base, sur les 428 000 salariés, on a 54% de femmes. Donc on est une bonne mixité. Quand on est au niveau du management, tout niveau de management confondu, on est encore à 41-42%, ce qui est déjà une bonne base de pipeline, et les enjeux se font après. Donc les conditions pour faire progresser une entreprise, c'est d'avoir cette conviction-là. Sinon, ça reste une affaire de window dressing, de dire on veut être sympathique, on veut communiquer, ou bien on veut résoudre le problème des femmes, comme si les femmes avaient seules apporté un problème. C'est l'entreprise qui a un souci. Donc ça, c'est la première chose, une conviction. Deuxièmement, c'est une stratégie derrière. Troisièmement, c'est des moyens. C'est-à-dire qu'on paye des équipes, dont moi, pour faire bouger les choses. Et c'est des budgets colossaux, mais qui sont tout à fait normaux et même, j'allais dire, sous-estimés par rapport à l'impact qu'on en attend et qu'on mesure de manière annuelle. Alors vous avez parlé de moyens, donc je rebondis tout de suite, puisque en plus ça m'amuse beaucoup, puisque c'est le nom d'une voiture. Vous avez Swift chez vous, Sodexo Women's International Forum for Talent. Donc c'est un organe de gouvernance. Donc on connaît ici beaucoup les réseaux de femmes, ça se développe beaucoup en entreprise, et c'est effectivement un levier. Mais vous avez carrément un organe de gouvernance. Alors j'aimerais savoir, parce que vous m'avez tout de suite dit, attention, c'est pas un réseau. Alors c'est quoi, comment ça fonctionne? Et peut-être que ça peut être une bonne pratique à copier pour les entreprises du secteur auto. Oui, il faut le copier. Nous-mêmes, on l'a copié. On l'a copié à Coca-Cola. Absolument. C'est au Women's Forum en 2008. On a entendu Coca-Cola qui présentait cette initiative qui était de dire, si on fait porter le sujet de la mixité exclusivement par le gars ou la fille qui s'occupe de la diversité ou par les RH, ça restera un sujet RH ou un sujet diversité. Si on le fait porter par les dirigeants de l'entreprise, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et même le plus largement possible, ça deviendra un sujet business, un sujet de stratégie. Donc en 2009, on a créé Swift, qui était au départ seulement un groupe de 20 femmes, représentant 4 continents, avec des postes opérationnels pour une grande majorité, quelques fonctionnels aussi, mais des patronnes de pays essentiellement, avec comme objectif de leur donner une feuille de route qui est de vous travailler tout au long de l'année en face à face ou en virtuel, avec comme résultat attendu de faire des propositions concrètes sur comment on fait pour améliorer la mixité. Et là, on arrive à des pratiques qui sont très classiques. Vous avez mentionné les réseaux. Nous avons des réseaux qui sont des réseaux pays. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de pays qui ont leur réseau. On a développé des programmes de mentoring, de sponsorship. On travaille sur la question de la flexibilité, qui est un sujet majeur. J'ai entendu dans la table ronde précédente qu'il fallait changer la culture de l'entreprise. C'est vraiment ce qu'il faut faire. On ne peut pas juste dire on va changer les conditions de travail d'une partie, il faut changer la culture. Et puis toute la partie formation. Donc tout ça est porté par Swift. Et Swift a évolué au cours des années. Et aujourd'hui, on a des hommes qui ont rejoint Swift pour faire ce changement qu'on fait à peu près partout, qui est de dire passons de la question femme à la question mixité, qui nous paraît absolument essentielle, parce que si on veut que les choses progressent, il faut que les hommes y trouvent leur place, il faut qu'ils se sentent associés. Et c'est une leçon qu'on retient, on l'a vu d'ailleurs dans l'évolution de nos réseaux, qui étaient au départ des réseaux de femmes, qui sont devenus de plus en plus des réseaux mixités,
Et on me demandait un jour pourquoi on le faisait. Je disais, en tant qu'homme, jamais j'irai dans un réseau de femmes. Et je ne pense pas que les femmes aient envie d'aller dans des réseaux d'hommes. Monsieur Benamar, où en êtes-vous en termes de mixité chez Valeo et comment est-ce que vous mesurez également les progrès, puisqu'on sait que la mixité, c'est un long chemin? Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des outils de mesure, dans un premier temps, pour évaluer la situation. Donc nous, on s'est lancé depuis 2011 sur des analyses extrêmement précises pour comprendre d'où pouvaient venir d'éventuels écarts sur les rémunérations entre, pas simplement les hommes et les femmes d'ailleurs, parce que je pense que c'est un sujet qui est plus large, des écarts de rémunération. Et ensuite de se dire, si on veut lancer une politique de mixité, de diversité, comment on peut définir des actions à partir de l'analyse qu'on en fait, et ensuite mesurer les progrès de ces actions dans le temps. Donc je suis très intéressé par ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, on a un réseau de femmes qui est assez actif. On a lancé aussi des initiatives en matière de formation, puisque j'ai une double casquette, je suis aussi directeur de la formation. Donc on a lancé des initiatives pour inciter les gens à comprendre comment lutter contre les stéréotypes, qui est vraiment le premier niveau vraiment pour faire comprendre aux gens qu'il y a des actions à mener. Et on a fait des campagnes de e-learning sur le sujet qui ont énormément de succès partout dans le monde, de façon très surprenante, beaucoup plus à l'extérieur de la France qu'en France. Et après, je pense qu'il y a des actions qui sont des actions de promotion aussi de notre secteur, de nos métiers, et aussi ce qu'on peut faire à travers les actions de recrutement et les actions de communication pour essayer de démasculiniser le secteur automobile et le décorréler d'une image très masculine. Parce que dans la réalité, quand on regarde qui achète un véhicule et qui le conduit au quotidien, il faut que nos équipes représentent la diversité de la société. Alors, on avait un petit peu parlé ensemble. Pour accroître la mixité, il faut alimenter les deux extrêmes, donc faire grandir les talents dans le vivier de salariés, d'employés, et avoir une représentativité aux plus hautes sphères pour donner des perspectives. Est-ce qu'on peut mener ces deux chantiers de front ? Je pense que si on veut avoir vraiment des actions importantes et consistantes, il faut travailler les deux sujets, parce qu'on ne peut pas d'un côté uniquement travailler la montée des gens dans l'organisation sans traiter la problématique de renouvellement des générations. Parce qu'en fait, c'est grâce au volume qu'on peut arriver justement à dégager des gens qui deviennent demain des futurs dirigeants. Et le processus de construction d'un dirigeant, c'est très long. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Ce n'est pas parce qu'on décide d'avoir une politique diversité qu'on a des gens dans les instances de dirigeants du jour au lendemain. Il faut les accompagner. Devenir administrateur, c'est long. On a besoin de former les gens. Donc, je pense que les deux sont extrêmement importants. La première partie qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est beaucoup de communiquer sur les possibilités qu'il y a dans le secteur automobile pour que des jeunes femmes nous rejoignent. Et ça, c'est un sujet qu'il faut prendre très en amont. On va communiquer dans les collèges et dans les lycées. On est partenaire de l'association Elle Bouge. Et je suis membre du conseil d'administration. Et la deuxième partie, c'est aussi à l'intérieur des mouvements qu'on fait dans l'organisation, d'essayer de promouvoir des femmes à des postes à responsabilité et que ces femmes puissent faire bouger les lignes et que ce ne soit pas simplement l'affaire de la RH. Même pour les entreprises les plus efficaces dans ce domaine, où est-ce qu'il y a encore une sous-représentation des femmes Est-ce qu'au poste exécutif et opérationnel, ça pêche pas encore un petit peu ? C'est dans le monde opérationnel. Là, je parle de mon domaine d'activité. Je ne saurais pas dire pour le secteur de l'automobile, mais chez nous, clairement, l'ascenseur pour arriver au poste de direction, c'est le monde opérationnel. Et c'est là où on a une sous-représentation, alors ça dépend des pays, mais c'est très vrai en France, une sous-représentation des femmes. Et quand on regarde pourquoi on a une sous-représentation, c'est purement pour des histoires de stéréotypes, de cadre de vie. Il n'y a rien. On ne peut pas dire que pour être cuisinier, un cuisinier devient chef de cuisine, le chef de cuisine devient responsable de restaurant, et ainsi de suite. On ne peut pas dire que ce soit un métier typiquement masculin quand on regarde ce qui se passe dans les foyers. Est-ce que ces stéréotypes sont le principal frein ? Est-ce que vous en voyez d'autres ? Je pense qu'il y a deux sujets qui sont différents. Il y a le sujet des stéréotypes qui effectivement impacte beaucoup les organisations, mais quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, il n'y a pas de stéréotypes et on arrive à une parité qui est proche de la perfection. Donc il y a aussi le système éducatif, et le système éducatif conduit, alors de façon plus ou moins reconnue aujourd'hui, on commence à voir que l'éducation nationale se pose quelques questions sur le sujet en France, conduit les jeunes filles à prendre une orientation qui n'est pas forcément celle qui est prise par des gens qui réussissent aussi bien qu'elles dans d'autres pays. Typiquement, on regarde l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, on a un problème, parce qu'en Europe de l'Ouest, les femmes occupent beaucoup moins de positions de dirigeantes qu'en Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce qu'en Europe de l'Est, quand on est une bonne ingénieure, on fait des études dans l'industrie, pour aller vers l'industrie.
et pour prendre un poste à responsabilité dans l'industrie, parce que c'est valorisé. En Europe de l'Ouest, on a dévalorisé l'industrie ces 20 dernières années, donc on a le résultat aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes préfèrent aller vers les métiers du luxe, vers des métiers comme la pharmacie, qui sont considérés comme étant plus prestigieux. Je voudrais qu'on termine avec la question des salaires. On avait promis d'en parler. Alors, ça tombe bien, puisque, Monsieur Bureau, vous avez quelques slides dans ce domaine-là à nous montrer. Oui. Donc, vous pouvez aller au pupitre si c'est plus simple pour vous, à votre convenance. On va se débrouiller avec Mathieu. Juste pour introduire le sujet, si on regarde les statistiques, et je vais me concentrer là pour l'instant sur la France, au 1er janvier 2013, sur un an, il y avait eu 200 mises en demeure autour de la mise en œuvre des plans d'égalité professionnelle et notamment sur le volet salarial. Notre ministre se félicite du fait que sur toute l'année 2013, on est arrivé à quasiment 700 et avec, alors je dis ça de tête, je crois, 2 condamnations, ce qui n'est pas énorme, mais ça commence à inquiéter, entre guillemets, les entreprises. Alors, ce n'est pas la meilleure façon de convaincre les gens, mais moi, je crois quand même que la loi, et pour la France en tout cas, la loi avec des sanctions, ça aide à faire avancer le schmilblick. La deuxième chose, c'est les indicateurs de l'INSEE, les indicateurs les plus larges sur les différences de salaire homme-femme, donnent une différence de l'ordre de 27%. C'est le chiffre qu'on entend souvent. On voit, quel que soit le pays en Europe, un écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans la majorité de ces pays, cet écart se situe entre 2,5 et 7,5%. Ce qu'on peut noter également, c'est que cet écart s'amplifie au fur et à mesure des responsabilités. Alors, un exemple un peu plus ciblé sur la France, on s'est cette fois-ci concentré sur un profil de carrière en fonction commerciale, donc depuis un ingénieur commercial ou quel que soit son nom dans un secteur d'activité, jusqu'en fin de carrière dans un poste de directeur commercial. Ce que vous voyez, c'est qu'au recrutement en début de carrière, eh bien, quelque part, à l'heure actuelle, les jeunes femmes sont légèrement mieux payées que les jeunes hommes. Ce que vous constatez également, c'est qu'on a une assez bonne répartition entre les hommes et les femmes en début de carrière. Dès qu'on arrive sur des niveaux seniors, vous voyez une chute du taux de féminisation des emplois et qui s'accentue sur les profils de managers. Très clairement l'illustration du plafond de verre. Et c'est également à ce stade que vous voyez une accélération de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Une comparaison maintenant entre le marché général, tout secteur d'activité, et l'industrie automobile. Et on s'intéresse pour le moment au taux de féminisation des emplois. Là encore, on ne fait qu'illustrer ce qu'on vient de répéter, ce qu'on a déjà dit plus tôt. Plus le niveau de responsabilité augmente, plus le taux de féminisation chute. On le constate aussi bien en France d'une façon générale que dans l'industrie automobile. Ce qu'on peut noter, c'est que l'industrie automobile fait plutôt figure de mauvais élève, puisque le taux de féminisation est inférieur, et Patrick Benamar nous a expliqué pourquoi. On voit que ce taux de féminisation chute également plus rapidement. La même photographie, cette fois-ci, sur les niveaux, sur les écarts de salaire. Sur des postes qui sont plutôt des postes d'ouvriers et d'opérateurs, d'une façon surprenante, on a vu que dans l'industrie automobile, on avait une légère, on va dire une rémunération légèrement plus favorable aux femmes qu'aux hommes. En revanche, dès qu'on va passer sur des profils qui sont plutôt sur des profils de cadre, de manager ou d'équipe de direction, vous voyez qu'on tombe sur des écarts de rémunération qui sont de l'ordre de 5 à 7%. Vous notez que sur les profils qu'on appelle exécutifs, donc les profils de direction, malheureusement, on n'avait pas assez de données dans l'industrie automobile pour pouvoir calculer des différentiels qui soient fiables.